Alors je m'appelle Xavier Coste, j'ai 32 ans et je viens de publier le projet que j'ai toujours rêvé de faire en fait. 1984, c'est un roman que j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans et ça a été mon plus gros choc littéraire et à cette époque-là en fait j'avais déjà dès la première lecture envie d'en faire une BD. Et c'est assez drôle pour moi du coup d'être à Saint-Malo aujourd'hui parce que la dernière fois que je suis venu à Saint-Malo j'avais 16 ou 17 ans, je sais plus. J'avais le projet 84 que je suis allé montrer à quelques éditeurs, notamment chez Delcourt. Je me souviens que les retours étaient plutôt bons. Ensuite j'ai eu des contacts plus approfondis avec d'autres éditeurs et en fait j'ai jamais réussi à avoir les droits d'adaptation. Ce qui explique que j'ai dû attendre le 1er janvier 2021 pour pouvoir enfin sortir ma version. Et en fait, c'est vraiment 3 ans de travail donc sur ces 3 dernières années pour faire ce bouquin et des années de gestation. Quoi, parce que quand j'ai commencé à faire de la BD après avoir fait une école d'art, mon premier projet en fait c'était 84 et finalement là du coup dans ma carrière d'auteur c'est mon 7e bouquin alors que ça devait être le premier. Et finalement j'espère que ça a servi le bouquin parce que ça aurait été mon premier projet. Il y a plein de trucs qui auraient été beaucoup moins maîtrisés, j'imagine. Il est loin d'être parfait, mais c'est sûr que du coup, d'avoir rêvé de faire ce projet pendant des années, ça m'a permis vraiment d'y réfléchir pendant très longtemps. Après, ça pouvait être un piège aussi parce que quand j'ai commencé à bosser dessus, c'était assez déstabilisant parce que pour moi, ça restait un projet lointain et j'avais tendance à me raccrocher à ça en me disant. Le jour où je ferai 1984, là vraiment je donnerai tout, je serai à fond. Et ben là j'y étais quoi. J'avais la page blanche et c'était assez angoissant finalement de se confronter enfin au truc que j'avais rêvé de faire. L'avantage en fait d'avoir mûri ce livre pendant autant de temps, c'est que je le connaissais par cœur le roman. Je le lisais tous les ans, 2 à 3 fois par an et c'est vrai qu'au bout d'un moment il faisait partie de moi. Donc quand j'ai commencé à bosser dessus, j'avais déjà tout le storyboard, tout le chemin de fer dans la tête en fait. Et c'est vrai que vraiment quand j'ai commencé à dessiner les planches, j'avais pas tout à fait dessiné mon chemin de fer, mais vraiment j'avais en tête, j'avais des images colorées, des images clés en fait. C'est vrai que je fonctionne beaucoup par images clés et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de pleines pages dans l'album, c'est que j'aime bien quand je vais voir un film ou quand je lis une BD, avoir 2-3 images très marquantes en tête et qui me font repenser au livre plusieurs semaines même après l'avoir lu. Quoi. Je me suis plus finalement laissé inspirer par le cinéma des années 20, des années 30, cinéma en noir et blanc, notamment pour les questions de contraste dans le dessin, que vraiment par la bande dessinée ou même par la peinture. C'est vraiment le cinéma et aussi l'architecture qui ont nourri mon dessin. Et l'architecture a joué un rôle que je n'avais pas du tout anticipé dans mon adaptation parce que quand j'ai commencé à dessiner le livre, au début, mon éditeur était un peu déçu par les premiers plans que je lui avais envoyés parce que je voyais quelque chose d'assez similaire dans le style, mais je voulais que les décors soient un peu flous, qu'il y ait beaucoup de brouillard. Et on trouvait que ça manquait de corps, en fait, ça manquait l'ambiance manquait de chair. Et c'est vraiment en tombant sur l'architecture brutaliste que j'ai découvert tout un monde qui collait parfaitement à ce que je souhaitais exprimer. Et du coup, en fait, j'y connaissais rien en architecture. Et je me suis passionné pour ce mouvement architectural qui est en fait composé de bâtiments bruts en béton. Et ça permet d'avoir des grandes masses qui finalement qui écrasent les individus. Les individus deviennent des silhouettes. Et du coup, l'architecture finalement me permettait d'asseoir le rôle de Big Brother sur la population sans montrer l'affiche Big Brother is watching you. En fait, le pouvoir s'incarne à travers l'architecture et c'est vraiment pas quelque chose que j'avais anticipé. À tel point que du coup, les premières planches du livre, c'est des planches que j'ai rajoutées quand je l'avais fini en fait le livre parce que je trouvais que justement ça manquait de contexte. Ce qui est sûr, c'est que ça a été frustrant de voir qu'on était aussi nombreux sur le coup au moment de la sortie. Je pensais naïvement qu'il y aurait au moins un autre dessinateur qui avait eu la même idée que moi, mais j'étais loin d'imaginer qu'on serait 5 ou 6, je sais même plus, à sortir une adaptation en BD. Ce qui m'a fait très peur, c'est que j'avais peur du coup que les gens retiennent quelque chose de négatif. Parce qu'au départ, avant la sortie même des albums, les premiers articles qui commençaient à tomber, c'était des articles pour souligner qu'il y avait une bataille entre éditeurs, entre auteurs, pour savoir qui
qui ferait la meilleure adaptation de 84 et pour moi ça desservait un peu tout le monde en fait donc mais au final j'ai bénéficié d'une belle mise en avant de la part des libraires et des journalistes et c'est vrai que je pense que j'ai eu de la chance que mon livre se détache un peu du lot déjà par le format atypique et aussi le pop-up qui était dans la première édition, ça faisait une singularité. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont accusés en fait, d'avoir fait ça juste pour se démarquer des autres versions, mais nous quand on a eu l'idée du pop-up c'était 2 ans et demi avant la sortie, donc on n'était pas du tout dans le calcul. Comme chaque éditeur et chaque auteur travaillait en secret, en fait on était au courant tous 2 mois avant la sortie qu'on serait aussi nombreux, donc les livres étaient déjà imprimés. Donc ça n'a rien changé. Et finalement, c'est pour ça en fait, ça n'a rien changé dans la démarche. Ça nous a juste à rajouter du stress au moment de la sortie. L'influence majeure, et je pense qu'elle se ressent sur pas mal de planches, c'est vraiment Metropolis. En fait, c'est plus une influence globale du cinéma des années 30 que des films, des cas particuliers. En fait, il n'y a pas vraiment un film à part Metropolis qui est vraiment nourri la démarche. C'est plus une esthétique générale, à tel point qu'en fait le livre, je l'ai travaillé entièrement en noir et blanc et j'ai rajouté la couleur à la toute fin finalement. D'habitude je travaille vraiment en couleur, ce qui fait qu'il y a moins de profondeur et le dessin est, comment dire, moins, c'est pas le terme que je voulais dire, mais moins puissant en fait, dans le sens où là on a le noir qui ressort vraiment. Et c'est ce que je voulais, en fait, je voulais apporter de la noirceur au récit. Et c'est pour ça aussi que je voulais un format carré, c'est que le format carré ça rajoute de l'oppression pour le lecteur. Donc je voulais vraiment qu'une fois qu'il rentre dans mon adaptation en BD, il soit vraiment pris dans un tourbillon de noirceur et qu'il ne puisse pas lâcher le livre jusqu'à la fin. Et c'est vrai que moi ce qui me terrifie le plus c'est le marque-page. J'ai vraiment peur que les gens en lisant un de mes livres, ils mettent un marque-page au bout de la page 20 ou de la page 30. Pour moi j'aurais raté mon coup quoi. J'ai vraiment envie qu'avec cette histoire qui est vraiment forte, les gens lisent le livre d'une traite, même si c'est un gros effort de lecture parce que c'est quand même un gros livre. Et ce qui est assez étonnant et qui m'a vraiment déstabilisé, c'est que moi ce qui m'a plu jusqu'ici, qui était peut-être une erreur commercialement, mais c'est pas grave. Enfin, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une démarche sincère d'auteur et pas du tout un plan de carrière. Mais jusqu'à maintenant, ce qui m'a intéressé c'était de faire des projets qui soient complètement décorrélés de l'actualité, ce qui a été raté en l'occurrence. Mais heureusement ça n'est intervenu qu'à la fin du processus, parce que comme j'ai passé 3 ans à bosser dessus, 3 ans avant que je finisse le livre, on ne citait pas le livre, il n'y avait pas de pandémie mondiale, de choses comme ça, et ça m'a vraiment rattrapé. Et ça m'a fait bizarre qu'on cite autant le roman à tort et à travers, à tout bout de champ, au moment de la sortie. C'était devenu presque un fourre-tout en fait. Et finalement, je pense que nos adaptations sont sorties au bon moment parce qu'on citait trop 1984 et finalement, les gens venaient à penser que c'était juste, et c'est pas que ça, une exploration des concepts d'oppression sur le peuple. C'est en partie ça, parce que Orwell le décrit très bien, mais 1984 c'est aussi puissant parce que ça raconte aussi une histoire d'amour. Et je trouve que c'est bien aussi de faire relire le roman aux gens et de ne pas juste s'en servir comme argument politique. Alors ce que j'aime, moi, c'est vraiment changer presque du tout au tout d'album en album. J'avoue que l'ambiance de 84 m'a bien plu. Ça m'a vraiment plu de travailler un livre dystopique. En fait, paradoxalement, c'est un des genres que je préfère, l'anticipation et même la science-fiction, et je m'y suis très peu collé jusqu'à maintenant parce que j'avais le totem 1984 qui me paraissait insurmontable, et finalement maintenant que je me suis attaqué au projet que je rêvais de faire, me permet de réfléchir vraiment à des envies de création pure sur des univers comme ça, quoi. C'est vraiment ce qui me parle le plus. Mais là, avec tout le contexte qu'on a eu depuis 1 an et demi, j'avais vraiment besoin de retourner à ce que j'aime, c'est-à-dire décorréler la réalité du quotidien de mon travail d'auteur. Et du coup, là, je travaille sur un projet qui tourne autour du monde du cirque, qui parle de l'âge d'or du cirque et aussi de son déclin
qui est intervenu dans les années 30. Et je m'intéresse plus particulièrement au phénomène des freaks, et donc des bêtes de foire. Et mon personnage principal, ce sera l'homme lion. C'est un homme entièrement recouvert de poils. C'est un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, et là je sentais que c'était le bon moment pour moi de le faire. Et c'est vrai que j'espère que les lecteurs seront de la partie, parce que du coup pour moi c'est une sorte de pari. C'est que là j'ai eu la chance d'avoir une mise en avant de mon travail avec 84, et du coup je préfère me servir de cette visibilité pour apporter derrière un projet ambitieux et complexe à défendre, plutôt qu'en profiter pour refaire, même si la démarche de 84 était sincère. Je ne vais pas continuer juste après avec une adaptation d'un best-seller mondial. J'ai pas envie que ça devienne une recette, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que les auteurs que j'aime, justement, ne tombent pas dans la recette et me surprennent à chaque album. Ce qui n'est pas toujours synonyme de succès, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir une démarche profondément sincère. Ce serait certainement Hugo Pratt, savoir comment il a défini tout simplement la silhouette de Corto Maltese, quoi. Parce que c'est vrai que en quelques coups de crayon, c'est vraiment devenu une silhouette qui est à la fois très mode, qui est utilisée dans la pub, qui en même temps véhicule beaucoup d'imaginaire, de l'aventure, qu'on rattache à la fois au monde de la bande dessinée et presque au monde du luxe, du coup, grâce à la publicité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez dingue. Et je sais pas, j'aimerais bien savoir comment ce personnage mystérieux lui est venu, quoi. Donc, si jamais il veut bien répondre, peut-être qu'on peut faire une partie de Ouija. Je sais pas si la seule incantation va suffire.